Bonjour. Nous venons de voir que l'aventure européenne du grand capital noir américain s'inscrivait parfaitement dans la logique impérialiste des États-Unis une fois les idéaux de l'Empire britannique et les principes du plus fort gagne adoptés par cette ancienne colonie. Il nous reste à comprendre plus en détail en quoi le grand capital noir était et reste basé sur le principe de la fraude fiscale. Pour cela, rappelons les données trop oubliées de ce début du XXe siècle. Tout débute le 2 juillet 1890, lorsque le Congrès des États-Unis adopte la première loi antitrust, le Sherman Antitrust Act, conçu par le député du même nom, ayant pour objectif de briser le monopole des grands trusts qui, au travers d'une myriade de sociétés sœurs et filiales, contrôlaient les plus importantes industries assurances, journaux et banques américaines. Loi vigoureusement combattue par leurs amis politiques et surtout leurs avocats qui parvinrent dans un premier temps à la contourner. Jusqu'à ce qu'en 1914, une seconde loi allant dans le même sens, le Clayton Antitrust Act, lui rende son efficacité. Autre difficulté déplaisante pour les empereurs de Wall Street, certaines lois sociales protégeant de mieux en mieux les ouvriers, des syndicats puissants, un impôt sur le revenu des sociétés récemment voté, un autre sur le revenu personnel en nette augmentation et des salaires sans cesse plus élevés. Ces braves gens commencèrent donc à envisager sérieusement de placer les fabuleux bénéfices que leur rapportait la Première Guerre mondiale hors de portée de ces dispositions contraignantes. Alors, à la fin du conflit en 1919, quel meilleur placement que la Russie soviétique, totalement ruinée pendant la guerre, manquant de produits manufacturés, mais si riche en matières premières, et l'Allemagne vaincue et tout aussi ruinée, mais dont les usines de transformation ne demandaient qu'à tourner à nouveau. Soit l'origine du processus de noyautage des économies européennes que je ne cesse d'évoquer depuis le début de ces tournages. Il nous reste donc à comprendre comment ce processus a débuté. Et pour cela, à revenir à la Première Guerre mondiale, lorsque Wall Street décidait de construire son premier sous-marin au Kremlin. Nous sommes en 1940, lorsque, un an après le début de la guerre, le Kaiser Wilhelm II et ses généraux commencent à réaliser qu'en se lançant avec optimisme dans la bataille sur deux fronts, à la fois à l'ouest et à l'est en Russie, ils avaient sans doute commis une erreur qui allait entraîner leur perte. Ceci, d'abord parce que le blocus maritime britannique ayant entraîné la fin de son commerce international, l'économie allemande était exsangue. Ensuite parce que les troupes du tsar les obligeaient à maintenir de nombreuses troupes sur le front de l'Est, ce qui aggravait la situation sur le front de l'Ouest, où les Français attendaient l'arrivée imminente d'un fort contingent britannique. Or, nous savons qu'une guerre représente pour le grand capital noir une source de revenus formidable, que la perspective d'une fin prochaine des combats menaçait de tarir. Il était donc urgent de rétablir l'équilibre des forces en sortant la Russie du jeu. Et le moyen fut vite trouvé. Placer au pouvoir les agitateurs communistes ayant déjà su ébranler le régime tsariste en 1905. Eux allaient pouvoir signer cette paix séparée qui permettrait au Kaiser de se retourner contre les alliés à l'ouest afin de prolonger cette guerre si lucrative. Et bien sûr, je vois d'ici sursauter les historiens bien pensants pour qui John Rockefeller, roi du pétrole, malgré sa marotte de faire régler à grands coups de mitrailleuse par sa milice privée les conflits sociaux, ou Andrew Carnegie, empereur de l'acier,
et soutien inconditionnel des thèses eugénistes permirent de stériliser des milliers de chômeurs américains sous prétexte de prolifération de gènes du chômage, ne peuvent avoir eu d'autres soucis que le bien des peuples. En conséquence, jamais, au grand jamais, ces hommes pétris d'humanisme, ces philanthropes n'auraient pu imaginer un tel crime. Et comme je les comprends, il n'y a bien sûr que des complotistes pour estimer que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Sauf que, là encore, les archives, présentées ici par M. Éric Laurent, journaliste français d'investigation, un peu moins consensuel que ses confrères, mais également Anthony Seton et quelques auteurs américains tels Charles Levinson, qui n'est pas inintéressant de lire, nous disent que c'est en comptant sur le soutien occulte de leurs amis du grand capital noir américain que dès février 1915, les hommes du grand capital allemand poussèrent le général Ludendorff, qui sera 10 ans plus tard un intime d'Hitler, et le chancelier Theobald von Bethmann-Hollweg, héritier de la puissante banque Bethmann, à demander à Arthur Zimmermann, ministre des Affaires étrangères allemand, et à son représentant en Russie, Herr Brockdorff-Panzau, d'appuyer la révolution. Ceci par l'intermédiaire d'un certain Alexandre Parvus, de son vrai nom Israël Lazarevitch Gelfand, auteur d'articles inspirés du marxisme, très remarqués par les grands chefs de l'internationale communiste, tels Trotsky, Lénine, Rosa Luxembourg, etc. Mais également espion allemand et trafiquant d'armes en relation directe avec la société Vickers. Un homme dont l'influence idéologique, le bagou et les contacts dans les meilleurs milieux financiers allaient se révéler essentiels, car il lui faudrait agir sur 2 leviers importants. D'une part, une bonne propagande en faveur du mouvement révolutionnaire, à la fois en Amérique et en Russie. Et de l'autre, le financement des divers partis anarchistes, communistes, nihilistes, totalement désorganisés, mais qui, en ces temps de malheur, manifestaient dans les rues des grandes villes de Russie. Pour approvisionner les caisses de l'agitateur, Wall Street créa un consortium regroupant la General Electric, la Société des chemins de fer de Baltimore et Ohio, et surtout la Federal Reserve Bank et son incontournable planche à billets. Les sommes issues de cette planche à billets seraient ensuite investies dans l'armement et fournitures nécessaires à cette guerre civile. Tout matériel, est-il besoin de le préciser, vendu par ces mêmes multinationales et distribué à ceux qui allaient porter cette prétendue révolution spontanée. Gelfand put donc approvisionner dès 1916 le mouvement communiste en propagande et en argent, organisant le trafic d'armes toujours nécessaire à ce genre d'opération, et dans le même temps fournir les mêmes services à leurs alliés anarchistes et nihilistes, troupes de choc de la Révolution, toujours prêtes à en découdre. Soit les recettes déjà employées par Wall Street avec la complicité des différents gouvernements de Washington en Amérique centrale, puis en Amérique latine dès la fin du XIXe siècle, et plus tard avec celle du grand capital européen, en finançant la Société des Dragons Noirs au Japon, les Chemises Noires en Italie, les SA et les SS en Allemagne, la cagoule en France. Les relais bancaires indispensables à ce noyautage étaient 2 piliers de Wall Street: la banque Morgan et la banque Kuhn et Loeb, en la personne d'un de ses principaux associés et directeurs, M. Jacob Schiff, en liaison avec leurs partenaires européens. La banque pétro-industrielle d'Allemagne et la Diskonto Gesellschaft et la Norske Handelsbank d'Oslo.
transféré de Berlin par la Banque impériale d'Allemagne et la Diskonto-Gesellschaft. Ces millions de dollars parvenaient jusqu'à la banque sibérienne de Petrograd par deux établissements situés à Stockholm, la Via Bank et la Nia Bank d'Olof Aschberg, surnommé par la presse le banquier de la Révolution. Et dont les associés étaient Léonid Krasin, plus tard ministre du régime soviétique, mais à l'époque encore l'un des collaborateurs du géant industriel Siemens, ainsi que Max Mahé, vice-président chargé des opérations internationales du puissant groupe bancaire Guaranty Trust, appartenant à John Pierpont Morgan Jr. Coût total de l'opération, plus de 20 millions de roubles or, dont 2 millions généreusement offerts par Max Warburg, associé à l'aciériste allemand Stines, que l'on retrouvera lorsqu'il s'agira de financer Hitler. Ces 2 millions servirent à fonder la maison d'édition destinée à imprimer les tracts et les ouvrages de propagande soviétiques, en partie rédigés par M. Gelfand, bien sûr. La première phase de la Révolution allait donc pouvoir débuter le 20 février 1917, lorsque l'usine Poutilov, plus grande entreprise de Pétrograd, alliée au marchand d'armes Schneider, se voyant contrainte de fermer ses portes, faute d'approvisionnement, et que la panique se répandit dans les rues avec la rumeur d'un prochain rationnement du pain doublé d'une faillite bancaire. Rumeur, bien sûr, habilement propagée par Gelfand et ses amis. Puis grèves et manifestations se succédèrent jusqu'à l'abdication du tsar le 2 mars 1917. Arriva ensuite un gouvernement provisoire à tendance libérale conduit par des députés de la Douma, membres du Parti constitutionnel démocratique en charge de mettre en place les libertés fondamentales, les droits de l'homme et une amnistie de tous les prisonniers politiques. Gouvernement de tendance nationaliste et libérale qui céda peu à peu la place à une majorité socialiste menée par Alexandre Kerensky. La Russie s'engageait donc résolument sur la voie d'une démocratie républicaine, mais ses représentants ne voulaient toujours pas cesser le combat. Pour eux, il fallait évidemment continuer de soutenir les démocraties, en particulier la France républicaine. Il allait donc falloir faire intervenir quelques leaders charismatiques plus à l'écoute des instructions du grand capital noir et qui seraient en mesure de prendre la tête de ce mouvement afin de lui donner un semblant de légitimité, au moins intellectuelle. Or, en ce début de 1917, Lénine était toujours en exil en Suisse et Trotsky végétait aux États-Unis. Le gouvernement allemand fit appel aux mêmes intérêts pour rapatrier Lénine et sa famille depuis Genève en louant un train bénéficiant de l'extraterritorialité. Ce qui permit à ces citoyens d'une nation ennemie, mais financés par le grand capital et protégés par les plus hautes instances allemandes, de traverser l'Allemagne en guerre, en toute quiétude, puis la Suède et la Finlande, avant d'arriver à Saint-Pétersbourg le 3 avril 1917. Quant à Trotsky, lui aussi exilé depuis les émeutes de 1905, après avoir été expulsé de France en 1916, puis d'Espagne quelques mois plus tard, il s'était finalement retrouvé aux États-Unis, où il avait été accueilli par un certain Julius Hammer, émigrant russe très impliqué dans le mouvement révolutionnaire que l'on peut considérer comme un des fondateurs du Parti ouvrier socialiste américain. Soit le meilleur contact possible pour cet émigré qui vivait officiellement des revenus de ses publications. Travail occasionnel et mal payé dont on sait aujourd'hui qu'il ne lui rapporta pas plus de 200
$44 en un an, mais qui lui permit pourtant de vivre sur un pied fastueux avec sa famille, employant domestiques et chauffeurs, et permettra même à ce grand théoricien de l'égalitarisme communiste de ramener en Russie la somme de $10 000. L'antipactole, en réalité, généreusement offert par Charles Crane, milliardaire ayant fait fortune dans la plomberie, président de la commission des finances du Parti démocrate, donc proche du président Woodrow Wilson. Le président soi-disant humaniste qui avait présidé aux premières invasions des États-Unis en Amérique latine et grandement favorisé la politique impérialiste de Wall Street. Nous nous souvenons qu'il avait imposé à la France tant d'abandons successifs au cours des négociations du traité de Versailles avant de renier tous ses engagements. Et bien entendu, l'amitié apparemment spontanée et désintéressée de Charles Crane n'avait d'autre but que d'attacher Trotsky à la laisse de Wall Street, en facilitant l'implantation des plus grands trusts américains en Russie. Ce qui arriva notamment pour la société Westinghouse, dans laquelle il avait des intérêts directs. Contact très profitable, bien entendu facilité et supervisé par Julius Hammer, qui participera lui aussi à ce noyautage de l'économie russe en échangeant du blé américain et des médicaments contre des fourrures, du bois, du caviar et des pierres précieuses. Et chacun comprendra bien sûr sous quelle influence le président Wilson fit octroyer un passeport américain à ce révolutionnaire au chômage pour qu'il puisse au plus vite rejoindre son pays. Initiative malheureusement mal comprise des Français et des Anglais, peu disposés à faciliter le renversement de leur ami le tsar, puisque lors d'une escale au Canada, Trotsky fut invité à quitter son navire pour rejoindre une prison de la Nouvelle-Écosse. Or, 5 jours plus tard, il se trouva libéré à la demande de l'ambassadeur britannique à Washington, répondant à la requête du département d'État américain. Et bien sûr, vous vous demandez quelle mouche a bien pu piquer les Anglais en se temps totalement engagés sur le front ouest aux côtés des Français. Et la réponse est bien simple. Elle ne constitue d'ailleurs plus un secret aujourd'hui. 2 éminentes personnalités de la City de Londres, Lord Milner, membre du cabinet de guerre et directeur de la London Joint Stock Bank, et William Wieserman, associé de la banque Morgan et de la banque Kuhn, Loeb et compagnie, avaient su persuader Lloyd George, en ce temps Premier ministre britannique, de tout l'intérêt qu'il y aurait à céder aux souhaits du département d'État américain et du président des États-Unis en ces temps de guerre, alors que la Grande-Bretagne dépendait si fortement des approvisionnements américains, notamment en nourriture et matériel de guerre. C'est donc sous cette menace de se voir couper les vivres que Trotsky put rejoindre la Russie. Résultat de cet aimable coup de main de Wall Street. Le 23 avril 1917, à peine Lénine de retour, 90 000 ouvriers se mettaient en grève à Petrograd. Puis, dès le lendemain, on en comptait 200 000. Et entre avril et octobre 1917, le parti bolchevique enregistrait des milliers de nouveaux membres. Enfin, après quelques mois de troubles, le gouvernement Kerensky tombait, et quelques semaines plus tard, par le traité de Brest-Litovsk, les dirigeants communistes remplissaient leur part du contrat en mettant un point final à l'engagement de la Russie dans le conflit. Et bien sûr, j'entends les historiens de bonne composition hurler que tout ceci ne prouve rien,
que la générosité de Wall Street pouvait, après tout, avoir été totalement désintéressée, motivée par l'unique désir de voir un peuple se débarrasser du joug impérial, comme les Américains s'étaient débarrassés du joug colonial. Car c'est bien ainsi que tout fut présenté. Alors, cette version idyllique est là encore contestable puisque M. Sutton révèle que dès août 1917, les ânes de Wall Street sont venus réclamer la rémunération de leur soutien aux révolutionnaires. En effet, sous couvert d'une mission humanitaire de la Croix-Rouge, financée à hauteur de 300 000 $ par les banques Morgan, Kuhn et Loeb et la Standard Oil de Rockefeller, et supervisée à la Maison-Blanche par Harry Hopkins, qui deviendra quelques années plus tard conseiller spécial de Franklin Roosevelt. Monsieur Thompson, président de la Banque de réserve fédérale de New York, et 15 autres hauts représentants des intérêts de Wall Street, dont Robert Barr, vice-président de la Chase Manhattan Bank, Mr. Robbins, promoteur de droits miniers, et Mr. Allen Wardwell, du cabinet d'avocats représentant les intérêts de Standard Oil, de M. Rockefeller, sont reçus en grande pompe par leurs nouveaux amis du Kremlin, dont le pouvoir est toujours menacé, à la fois par les partisans de Kerensky, ceux du Tsar, et bien entendu, les alliés qui aimeraient bien se débarrasser des rouges, amis de Wall Street. De plus, il faut bien remplir les caisses de l'État et lever une armée puissante. Et dans cette position de faiblesse, comment se débarrasser de la leste de Wall Street? Impossible. Bénéfice de cette nouvelle participation de Wall Street aux destinées de la Russie. William Thompson obtient 500 000 acres pour l'exploitation du cuivre ainsi que le monopole d'exploitation du platine à travers toute la Russie. Dans le même temps, la Morris Chicago Meat Picker livrera 2 300 000 tonnes de produits alimentaires entre 1919 et 1920 pour une valeur approximative de 10 millions de $. Dans le même temps, Rockefeller avançait ses pions pour obtenir la concession exclusive sur les gisements de pétrole russes. Premier pas d'une collaboration qui allait permettre d'établir avec Lénine et ses amis une sorte de statu quo extrêmement profitable aux deux parties, qui durera non seulement jusqu'au début de la guerre froide, mais bien au-delà. En effet, tous les historiens reconnaissent aujourd'hui que les armées soviétiques qui tueront les jeunes Américains au Vietnam provenaient d'usines à capitaux essentiellement américains. C'est exactement le même principe qui amena les soldats alliés pendant la Seconde Guerre mondiale à se faire tuer par des chars et des avions allemands fabriqués par General Motors et Ford. On y revient sans arrêt. Alors bien sûr, la question se pose. Quels furent les organismes en charge de monter cette coopération constante et si fructueuse pour les deux parties? Puisque ce sont les capitaux américains qui vont financer cet autre miracle économique, soi-disant amené par le système soviétique. Pour bien comprendre le mécanisme, il convient tout d'abord de présenter l'outil créé pour l'occasion. L'American International Corporation, ou AIC. Fondée à New York le 22 novembre 1915 par la maison Morgan, les intérêts Carnegie, Rockefeller, Dupont de Nemours, la General Electric et bien sûr les banques Kuhn, Loeb et Warburg. Soit le gratin du grand capital international noir. La mission attribuée à ce conglomérat était de développer les banques et les entreprises à l'étranger. L'un de ses premiers soucis fut donc de prendre le contrôle d'United Fruit Company, qui sera directement impliqué dès le début des années 1920 dans la plupart des soi-disant révolutions spontanées en Amérique latine. Sachant que ses principaux actionnaires, Foster et Allen Dulles,
était l'un président d'une étude fruit et l'autre directeur de la CIA. Là encore, vous ferez sans doute aisément le lien. Politique d'invasion soft, évidemment patronnée par leur grand ami Woodrow Wilson qui, depuis la Maison-Blanche, appuyait de tous ses pouvoirs les avancées de l'Empire américain. Quant au financement qui allait permettre cette expansion mondiale, il n'était pas difficile à trouver puisque 4 directeurs de l'AIC, messieurs Saunders, Stone, Vigan et Woodward, étaient ou furent plus tard directeurs de la Banque de la Réserve fédérale de New York, avec plein pouvoir sur la planche à billets qui allait financer cette colonisation soft. William Franklin Stand, un des directeurs de la Banque de la Réserve fédérale, qui venait justement d'offrir $1 million aux bolcheviks, était la cheville ouvrière de l'AIC en Russie. C'est lui qui avait accueilli la délégation de la Croix-Rouge et enregistré les conventions commerciales passées avec le gouvernement russe. Côté soviétique, les 2 principaux représentants du Kremlin chargés de maintenir le contact avec Wall Street étaient Boris Einstein, secrétaire particulier de Lénine, et Alexandre Grunberg, dont le frère Zorin était ministre du nouveau gouvernement. Alexandre Grunberg émigrera d'ailleurs peu après aux États-Unis, où il deviendra l'un des principaux collaborateurs de Mr. Reeve Schley, vice-président de la Chase Manhattan Bank, propriété de la famille Rockefeller. Alors, quelles leçons faut-il retenir de tout cela? D'abord, bien sûr, comme nous allons le vérifier très en détail dans la prochaine série traitant de l'Europe des cartels, que la Russie fut le premier sous-marin infiltré par Wall Street et le gouvernement des États-Unis en Europe. Ensuite, que cette entente secrète fut de toute évidence maintenue pendant la guerre froide dans l'unique but de donner aux entreprises et aux banques du grand capital noir un nouveau marché permettant de continuer à produire des armes. Soit le principe du bon ennemi utile. Et chacun se souvient du réarmement général et massif des 2 blocs, Est et Ouest, jusqu'à ce qu'une coopération ouverte apparaisse comme plus profitable, afin de faire passer la Russie dans le camp des fervents partisans de la société de consommation. 2 points, bien entendu, soigneusement oubliés des théoriciens de l'illogisme qui n'ont jamais vu dans cette coopération constante entre Moscou et Wall Street autre chose qu'une vision complotiste des grands enjeux du XXe siècle. Ceci, même si les meilleurs économistes et intellectuels les plus reconnus avaient parfaitement décrit et dénoncé les faits. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut voir. Surtout lorsqu'il s'agit de convaincre les peuples de rester sourds et aveugles, bien sûr, pour leur plus grand bien et surtout pour leur prospérité. Ceci établi, venons-en au 3e point, et en réalité le plus important à ce stade de notre enquête. Car il reste à comprendre comment cette légende de l'opposition idéologique qui aurait présidé aux relations Est-Ouest a pu s'imposer pendant si longtemps. Car c'est autour de ce mensonge de base que tout s'est joué. Pour cela, le plus simple sera de poser la question de savoir si l'idéologie communiste correspond vraiment à la réponse qu'attendaient les peuples concernant un meilleur partage à la fois du pouvoir et des richesses. Car selon moi, tout est là, je l'ai dit, dans cette lutte pour la conquête du pouvoir menée depuis l'aube de l'humanité entre les possédants et les soumis.
Il importe donc de savoir si, au vu de cette complicité avec le grand capital, le communisme fut vraiment la bonne réponse, ou si une autre, plus républicaine, était possible. Revoyons donc toute l'affaire du point de vue idéologique. En commençant par rappeler qu'avant Karl Marx, son maître, celui qui gouverna sa pensée et fut à l'origine de sa doctrine communiste, tenait tout l'espace intellectuel de ce temps. Je parle ici de Pierre-Joseph Proudhon, inventeur, si l'on peut dire, du socialisme moderne. Il voit sa vie à vilipender le pouvoir des banques privées, sans jamais adhérer à la logique simpliste de son disciple, qui pourtant ne demandait qu'une chose, l'approbation du maître. Approbation refusée, puisque Proudhon savait qu'en occultant la différence fondamentale qu'il y a toujours eu entre grand capital blanc, même international, dont l'action est toujours bénéfique au peuple, et grand capital noir. En d'autres termes, en les confondant dans une même entité appelée grand capital. Il avait parfaitement compris qu'il s'agissait pour son faux disciple, Karl Marx, de rassembler les foules toujours sensibles aux idées simples telles du pain pour tous, mort aux possédants, etc. Pour lui, cette conception manichéenne du socialisme était une arnaque pure et simple, car elle ne tenait aucun compte des réalités économiques élémentaires, donc des bienfaits apportés par le grand capital blanc au développement d'un pays. Et nous savons tous aujourd'hui à quel point il avait raison. En deux mots, Proudhon avait une conception française républicaine du socialisme, tandis que Karl Marx prônait une doctrine, certes, capable de mobiliser les foules les plus ignorantes, mais uniquement dans le but de conquérir le pouvoir. Une logique de domination qui poussa Proudhon à dénoncer Marx en tant que ténia du socialisme. Un parasite, quoi. Et à répondre le 5 mai 1845 à la proposition de son disciple de devenir son correspondant attitré pour la France, les mots suivants. Ne nous posons pas en apôtres d'une nouvelle religion. L'idée de Proudhon est de ne sacrifier à aucun dogme, mais de s'adapter aux réalités d'une économie qui, depuis le début de l'humanité, n'avait jamais fonctionné autrement que par la juste récompense d'un travail honnête qu'il fallait privilégier et encourager en luttant contre ceux qui adoptaient les méthodes du grand capital noir. Et nous revenons ici à ces différences essentielles sur lesquelles je ne cesse d'insister entre ces deux grands courants. On ne s'étonnera donc pas de retrouver cet agitateur d'idées purement républicain en bonne place dans les poubelles de l'histoire officielle, tandis que Karl Marx, Lénine et autres Bakounine sont toujours célébrés comme de grands penseurs par les médias et historiens politiquement corrects. Ceux qui se conformeront toujours au dogme quasi mystique de la lutte des puissances du bien contre celle du mal. Pure fumisterie en réalité. Quant à la prétendue naïveté des médias qui cautionna cet amalgame, elle fut même moquée par Lénine, citant cette fois Alfred Neymark, économiste et statisticien français, très célèbre en ce temps, totalisant les centaines de milliards de francs investis en Russie par les intérêts internationaux. Il s'exclamait en 1912 « Est-il possible d'admettre que la paix puisse être rompue ?» Réponse désabusée de Lénine. Une telle naïveté de la part des économistes bourgeois n'est pas étonnante.
En effet, feindre la naïveté. Et qui oserait dire que cette tactique de la fausse naïveté, génératrice de tant de thèses miraculeuses ou incompréhensibles, employée depuis 100 ans pour préserver ses grands intérêts apatrides, fauteurs de guerre, n'est pas toujours de mise aujourd'hui. Autre paravent. Non seulement le rideau de fer, qui a gelé pendant 40 ans le processus de grande Europe unie et que tout le monde connaît, mais également 1000 déclarations de guerre économique destinées à maintenir Moscou en laisse. Comme la politique de non-convertibilité des monnaies voulue à la fois par les commanditaires occidentaux et les dirigeants russes. Je n'entrerai pas dans les détails de ces incroyables imbroglios économiques et politiques qui devaient alimenter la guerre froide, ni sur la poursuite sous une autre forme de cette politique d'isolement de la Russie après la chute du communisme. J'ai consacré tout un tome dans la seconde partie de ma série sur le grand mensonge du XXe siècle. En effet, ce qui nous importe reste bien de savoir pourquoi les Français ont trahi les Britanniques en 1940. Concluons donc, pour l'instant, ce chapitre dédié à la Russie soviétique en tirant les conclusions qui s'imposent. D'abord, cette politique de la menace permanente permit aux politiciens, aux ordres du grand capital noir, de tourner résolument le dos à ces vérités économiques et historiques de base, pour amener les peuples à considérer que devant la menace rouge, la morale républicaine n'avait plus d'intérêt et que le souci d'égalité et de fraternité devait disparaître pour laisser la place à la lutte des classes, d'une part, côté bolchevique, et de l'autre, à la lutte contre le bolchevisme. L'idée d'une Europe unie, basée sur des principes républicains de solidarité, disparut donc au fil du temps. Et le fascisme, également créé de toutes pièces par le grand capital noir, devint ainsi la réponse au communisme, soutenu par les mêmes intérêts. Et ces deux idéologies nouvelles purent ainsi faire totalement oublier que le communisme soviétique, avec à sa tête un dictateur, n'était qu'une version totalement dévoyée du socialisme des origines. Et que le dictature fasciste était basée sur le concept anglo-saxon de la loi du plus fort. Ce qui permettait d'évacuer la notion de fraternité, donc de paix et de respect mutuel, afin d'amener sournoisement l'idée d'une confrontation inévitable qui ferait taire les partisans de la paix et les très puissantes organisations d'anciens combattants dans toute l'Europe. Donc, à faire cette fois purement et simplement disparaître le troisième principe républicain, la fraternité. Petite entourloupe idéologique organisée par les médias et intellectuels à la solde du grand capital noir, d'un côté comme de l'autre, qui autorisa les deux partis dictatoriaux à exposer clairement leurs objectifs à qui voulait l'entendre. Se débarrasser des démocraties républicaines jugées trop faibles pour résoudre les problèmes de l'Europe. En oubliant bien sûr que ces problèmes étaient créés par eux. Et bien sûr, je suis conscient de ce qu'une telle proposition a d'iconoclaste. Qu'elle ne sera manquée de provoquer une levée de bouclier de la part à la fois des communistes, toujours persuadés de l'extrême pureté de l'idéal marxiste, et des tenants de l'extrême droite, qui se veulent aujourd'hui populistes ou nationalistes, puisque le fascisme n'existe plus. En effet, qui voudrait admettre avoir été berné par le grand capital noir? Qui voudrait reconnaître que tous les hommes politiques ont dansé sur l'air imposé? Sauf que, il y a la trahison militaire. Et comment l'expliquer sans revenir sur les prétextes avancés par les traîtres?
comme la lutte contre le communisme. Laissons donc les théoriciens de l'incompréhensible résoudre ce problème devenu incontournable et revenons à ce qui nous a si bien guidés jusqu'ici, la plus élémentaire logique. Donc aux archives et aux leçons de l'histoire qui devraient facilement intégrer la trahison militaire à cette théorie du complot mondial. Pour cela, je vous propose de poser à ces fanatiques de thèses incompréhensibles les quelques nouvelles questions que pose la version officielle. En effet, ils savent et reconnaissent tous que les communistes allemands, dûment guidés par Staline, agitaient les usines et la rue aux côtés des nazis pour effondrer la République de Weimar. Ils savent et admettent tout aussi bien que dans le même temps, les communistes français déclenchaient émeutes et grèves à répétition, alors que les cagoulards anticommunistes multipliaient les attentats et les tentatives de putsch pour tenter d'abattre la Troisième République. Ce qui, dans les deux cas, démontre que ces deux partis avaient un but commun, abattre les républiques exactement selon le même processus qui avait déjà fait ses preuves en Italie, au Portugal, en Espagne. Entente occulte entre les deux partis dictatoriaux qui permit à Kurt von Schleicher, conseiller en matière politique et militaire du président de la République socialiste de Weimar, le maréchal Hindenburg, mais également organisateur du Sondergruppe, responsable du réarmement secret de l'Allemagne, donc du rapprochement germano-soviétique, d'octroyer, sur conseil appuyé de Staline, 40 millions de marks aux nazis dans le but de financer la campagne électorale d'Hitler alors que le parti nazi était au bord de la faillite. Soit la démonstration limpide de l'influence du grand capital noir, puisque son agent était parvenu à faire financer les nazis par la République, qui avait pourtant tout à craindre d'eux. Et vous imaginez sans peine les sombres tractations qui ont dû présider à une telle décision. Enfin, je parle de tractations, disons plutôt menaces et pressions. Alors, de tout ça, encore une fois, les historiens politiquement corrects conviennent et s'étonnent, mais sans chercher plus loin. Nous sommes exactement dans le même cas de figure que lorsqu'il aurait fallu commenter l'étrange défaite française, on se contente de dire que c'est incompréhensible. Tout comme ils oublient que les menaces perpétuelles d'Hitler contre la Russie étaient un magnifique retour d'ascenseur, puisque la crainte du fascisme soudait le peuple russe autour de son confrère en dictature. Ce qui démontre bien que ces deux partis ne pouvaient vivre qu'en s'appuyant l'un sur l'autre et avec un objectif commun, la fin des démocraties républicaines. Autre exemple de cette parfaite entente entre Staline et Hitler. D'abord, les historiens savent que les échanges commerciaux et notamment la fabrication d'armes par les usines soi-disant allemandes sur le territoire soviétique, usines en réalité à capitaux mixtes anglo-saxons et allemands, ont continué sans interruption jusqu'en 1941 entre l'URSS et le Reich, pourtant ennemis déclarés depuis 1933. Ils savent également que Staline a secrètement engagé un rapprochement avec le Troisième Reich dès 1935. Tout comme ils savent que Staline a éliminé de son armée et de son gouvernement tous les opposants à ce rapprochement au cours des purges sanglantes de 1937. Enfin, ils savent que Heydrich et les services secrets nazis l'aidèrent dans cette tâche en fabriquant les faux documents qui devaient permettre de faire condamner à mort le maréchal Tukhachevski et les autres partisans d'une alliance anglo-soviétique.
Tout détail gênant, sur lesquels ces messieurs préfèrent ne pas insister, comme ils n'ont pas insisté sur la présence de chars cagoulards le 13 mai à Sedan, et les rapports attestant que ces chars avaient tiré dans le dos des défenseurs français. Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, n'est-ce pas? Car ne nous leurrons pas, si tout se tient effectivement lorsqu'on tient compte de toutes les archives, tout devait également se tenir dans la version incompréhensible. Seule condition, éliminer sans hésitation la moindre archive compromettante, ainsi que les travaux gênants des chercheurs révisionnistes. Et bien sûr, vous vous dites que c'est pas possible, que jamais les historiens n'ont pu volontairement abuser les peuples, et j'en conviens bien volontiers pour la plupart d'entre eux. Mais comment faire autrement lorsqu'on ne peut accéder aux archives françaises de la bataille ou à celles des services secrets? Ce qui m'amène à vous proposer une dernière démonstration du cynisme des tenants du grand capital noir. Vous avez derrière moi un extrait de l'ouvrage de M. Anthony Sutton intitulé « Wall Street et l'ascension d'Hitler », qui rapporte une fête grandiose donnée par ses membres les plus éminents à l'hôtel Waldorf Astoria de New York le 26 juin 1940, jour de la signature de l'armistice, afin de fêter dignement la défaite française. Réception magnifique donnée en l'honneur de la délégation commerciale allemande présidée par maître Gerhard Westrick, avocat allemand associé à l'incontournable Foster Dulles au sein du cabinet Sullivan et Cromwell. Fête à laquelle assistait Edsel Ford, représentant les usines Ford, ainsi que les représentants de General Motors, IBM, General Electric, Eastman Kodak, ITT, Standard Oil, accompagnés de leur avocat en Allemagne, James Mooney, responsable des investissements étrangers de General Motors, et son PDG Alfred Sloan, qui est l'auteur de cet excellent mot. 5 jours plus tard, la victoire nazie et la perspective de l'invasion prochaine de l'Angleterre fut à nouveau célébrée aux grandes pompes, toujours au Waldorf, cette fois par Thorkild Rehberg, patron de Texaco, filiale de la Standard Oil de Rockefeller, et grand ami des fascistes allemands, européens et américains. On se souvient à son sujet que dès 1937, contournant les lois américaines, il avait livré pour 6 millions de dollars de pétrole aux troupes du général Franco, pétrole sans lequel le dictateur espagnol n'aurait pu vaincre la République. Et que dans le même temps, c'est lui qui livrait clandestinement à l'Allemagne, en passant par l'Italie et quelques pays neutres, tout le pétrole dont les usines américaines avaient besoin pour produire les panzers, camions, avions et bateaux dont Hitler avait besoin. Puis, en janvier 1940, Rehberg rencontrait le Feldmarschall Göring, homme des cartels allemands, qui lui transmettait la proposition suivante de la part de son Führer: que les États-Unis s'engagent à ne plus soutenir la Grande-Bretagne, et en contrepartie, le Reich proposerait un vaste plan de coopération prévoyant de leur ouvrir un accès illimité au continent européen, placé évidemment sous l'hégémonie de l'Allemagne. Et nous constatons que cette offre est formulée 4 mois avant la trahison militaire française, comme si tout était déjà joué. Et on voudrait nous faire croire que tout ceci est négligeable, qu'il ne s'agirait là que de l'expression du délire de grandeur du fou furieux Hitler. Mais de qui se moque-t-on? Pardon. Je retire. Question idiote. Ainsi, vous devriez avoir compris, à ce stade de notre raisonnement, que très loin
de la thèse officielle prétendant que les enjeux impériaux étaient négligeables, ils furent au contraire fondamentaux, mais qu'ils furent soigneusement dissimulés au peuple, afin d'éviter d'évoquer les ambitions américaines de s'emparer des empires français, britanniques, russes et allemands. Une politique menée depuis le début du XXe siècle et qui apparaît clairement aujourd'hui, puisque grâce aux médias, elle est de plus en plus visible. De la même manière, et pour les mêmes raisons, les politiques européens commencent à réagir. Certains vont même jusqu'à voir en Europe un autre sous-marin anglo-saxon. Et sans doute n'ont-ils pas tort. Ce que je vous invite à vérifier dans la prochaine série de films intitulée « L'Europe des cartels ».